Hervé Renard, bonjour. Bonjour César. Vous êtes directeur de la banque JPM Gestion d'Actifs et on se retrouve aujourd'hui pour notre traditionnel point d'actualité sur les marchés financiers. C'est le dernier point d'actu de 2023 puisqu'on enregistre aujourd'hui en novembre. Hervé, pour commencer, peut-être un mot général sur le contexte économique pour commencer. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs ? Alors le contexte économique, il est, je dirais, essentiellement marqué sur deux items qui sont très suivis depuis maintenant plusieurs trimestres. D'un côté, c'est l'évolution de l'inflation, ouais. et de l'autre côté, c'est, et comme toujours, l'évolution de la croissance économique. Alors sur le front de l'inflation, il est vrai qu'on a plutôt de bonnes nouvelles mois après mois, avec une tendance qui se confirme, à savoir un dégonflement finalement de la hausse des prix, un dégonflement de l'inflation. Ouais. Ça a été confirmé à la fois en Europe, à la fois aux États-Unis. Donc ça, c'est effectivement très salutaire, je dirais, parce que l'inflation, on le sait, c'est ce qui a conditionné à la base toutes les hausses de taux. Toutes les hausses de taux, effectivement, qui ont été opérées par les banques centrales. Et aujourd'hui, on a des banques centrales qui considèrent, qui observent, qui constatent que l'inflation se résorbe. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, et j'y viens au fait principal, ces taux d'intérêt, aujourd'hui, n'ont plus vocation, au niveau des banques centrales, à être augmentés. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc ça veut dire qu'on ferme la page qui était entamée en 2022, c'était à l'été 2022, si je me souviens bien, de la hausse des taux. Exactement, pour la BCE, été 2022, oui, tout à fait. Voilà, et donc avec des hausses de taux successives dont on a parlé dans différents épisodes qui étaient très marquées, avec aujourd'hui donc une nouvelle ère qui s'ouvre, qui serait une ère de désinflation. Alors aujourd'hui, 2024 arrive à grands pas. Quelles sont vos anticipations sur ces sujets d'inflation ? Alors, vous évoquiez, César, justement, le fait de tourner la page. En vérité, les banques centrales sont très, très observatrices des statistiques qu'on peut avoir régulièrement pour s'assurer que ce phénomène de baisse de l'inflation, donc la désinflation, se matérialise bien, d'accord ? Alors, en matière d'inflation, les perspectives d'évolution pour 2024, je dirais, ça serait de voir aux États-Unis une inflation qui passerait de 4 à 2,9%. D'accord. Et pour la zone euro, une inflation qui passerait de 4,2 à aujourd'hui, donc à de 3,4% l'année prochaine. Donc, dans un cas comme dans l'autre, on a finalement une inflation qui se réduit de 30%. Oui, plus ou moins. On a une inflation qui se résorbe, effectivement. En vérité, une inflation zéro, ça n'existe jamais. Oui, et en plus, les banques centrales ont une cible. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est de voir dans quelle proportion et à quel rythme aussi on se rapproche de cette cible des banques centrales en matière d'inflation, cible qui est à 2%. D'accord. Donc c'est vrai que 2% sur 2024 2% continuellement, je dirais. C'est un mode de fonctionnement permanent pour les banques centrales que d'avoir des politiques monétaires qui ont vocation à avoir une inflation qui ne dépasse pas les 2%. Donc c'est vrai qu'on y sera en moyenne 2,9% aux États-Unis quasiment, d'autant plus que cette moyenne peut laisser supposer une inflation fin 2024 qui sera peut-être pas si loin que ça des 2%. Mais encore une fois, je pense qu'au-delà des chiffres, plus ou moins près de ces 2%, ce qui est important, c'est la tendance. Oui. C'est ça qu'analysent effectivement les investisseurs. Et cette tendance, elle est effectivement plutôt bien orientée, quoi. Pour cibler ce sujet de désinflation, quels sont les critères qu'on regarde ? On regarde les prix à la consommation ? Alors effectivement, c'est une bonne question. On observe les prix à la consommation, étant entendu qu'on va s'intéresser à l'inflation hors produits alimentaires et hors produits énergétiques, parce que ce sont des prix qui sont traditionnellement assez volatiles. Et effectivement, cette inflation, elle se dégonfle, comme on l'a dit précédemment. Ce qui nous intéresse aussi beaucoup, ce sont l'indice des prix à la production, c'est-à-dire que là, on ne va pas regarder les prix qui sont constatés par le consommateur, je dirais, mais effectivement, les coûts de production des entreprises. Donc les fournisseurs. C'est ça, par exemple, tous les entrants qui vont contribuer à la définition d'un coût de production pour une entreprise. Et c'est vrai qu'en la matière, l'indice des prix à la production, lui, il augmente assez faiblement. Les dernières statistiques aux États-Unis montrent des prix à la production qui montent de moins de 2%. Oui. Et quelque part, c'est annonciateur, on l'espère, de prix qui soient plus maîtrisés dans le futur. En fait, il faut avoir en tête que l'inflation qu'on a connue en 2022 et en 2023 était le fait de répercussions, de hausse de coûts, tant sur des matières premières que sur de l'énergie. À aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'on n'a plus ces hausses de coûts au niveau des entreprises, en tout cas beaucoup moins. Ce qui est plutôt de bon augure finalement. Ça ne veut pas dire que ça va baisser non plus, mais on a une stabilisation de la hausse finalement qui va arriver. Exactement, ça ne veut pas obligatoirement dire que l'inflation va continuer à baisser fort, mais en tout cas, on est dans un contexte qui est propice à la mise en place de ce scénario. Vous parliez de l'indice des prix à la consommation en excluant les matières premières et les produits alimentaires, parce que c'est très volatile. C'est vrai que d'une saison à l'autre, et en fonction du contexte géoéconomique, on peut avoir des fortes répercussions, des choses très volatiles. Qu'en est-il malgré tout de ces deux indicateurs ?
En vérité, ces deux indicateurs évoluent plutôt bien. Au niveau des prix alimentaires, on a des hausses qui sont un peu plus faibles maintenant, qui sont contenues, je dirais, par rapport à ce qu'on a connu auparavant, avec parfois d'ailleurs des prix qui restent stables. Oui. Et en matière énergétique, on s'attendait à avoir un pétrole à plus de $100 finalement en cette deuxième partie de l'année 2024. On était d'ailleurs fin septembre à $97 de mémoire sur le Brent. Aujourd'hui, on est à moins de $80, quoi. C'est-à-dire que on a effectivement là aussi des prix qui se détendent. Alors, c'est à mettre en perspective, bien sûr, et ça, c'est l'effet collatéral, quelque part, de la hausse des taux des banques centrales, une activité économique qui est assez molle en Europe, qui reste vigoureuse aux États-Unis, mais qui est globalement assez molle en Europe et pas aussi vigoureuse qu'attendue en Chine. Et ce faisant, on a une demande de matières premières qui est un peu moins forte, nécessairement, obligatoirement, et c'est ce qui permet d'avoir des prix des matières premières qui ne flambent pas trop. Donc là aussi, c'est une situation, c'est un constat aujourd'hui. On n'extrapole pas forcément un prix du pétrole à $80 pour les 6 mois qui viennent. Il y a beaucoup de paramètres qui peuvent intervenir, notamment des quotas de production qui pourraient être mis en place de nouveau par certains pays de l'OPEP. Je pense à la Russie ou l'Arabie Saoudite. Mais au global, à aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est que ces prix énergétiques et ces prix alimentaires n'ont pas augmenté. Sont dans une trajectoire qui est plutôt favorable à l'inflation globale. Donc, plutôt positif. Cette désinflation, c'est une bonne nouvelle pour le consommateur. Est-ce que c'est une bonne nouvelle aussi pour l'investisseur ? Alors oui, je pense que c'est une bonne nouvelle aussi pour l'investisseur. On l'évoquait tout à l'heure, les banques centrales ont conduit des politiques monétaires très volontaristes de hausse de taux justement pour lutter contre l'inflation. On peut se dire aujourd'hui, avec une inflation qui se résorbe, qui n'est pas encore normative, on n'atteint pas les 2%, je le répète, mais qui se résorbe, on aura des banques centrales qui seront moins agressives. C'était d'ailleurs la conclusion de la dernière réunion de la Banque centrale américaine, la Fed, le 1er novembre, où les marchés d'ailleurs ont fortement apprécié le discours de Jerome Powell, qui en est le président, parce que ça laissait la place finalement à une politique beaucoup plus adaptée, donc des taux qui ne montent plus, en tout cas. Et on le sait, on va très vite en besogne sur les marchés financiers. Des baisses de taux restent possibles. Je dis bien restent possibles. Il faudra, je pense, avoir beaucoup de confirmations en matière de statistiques qui attestent encore une fois de cette désinflation. Mais ces baisses de taux sont tout à fait possibles pour la deuxième partie de 2024. Et ça, naturellement, ces baisses de taux, c'est toujours c'est du positif pour l'économie. Un terreau très favorable pour l'appréciation des marchés financiers, à la fois obligataires, je dirais mécaniquement, mais à la fois aussi pour les marchés actions. Donc. Alors vous avez dit en début d'épisode que finalement il y a deux choses intéressantes actuellement qui sont vraiment scrutées de près par les investisseurs, c'est l'inflation, on en a bien parlé pour l'instant, et le deuxième sujet c'est la croissance économique mondiale. Qu'en est-il justement de ce deuxième sujet ? Alors en fait, on a une situation qui est assez ambivalente, avec d'un côté l'Europe, le vieux continent, qui connaît une croissance en fait assez molle, proche de zéro en vérité, sur cette année 2023. Les projections de croissance pour l'an prochain sont aux alentours de 1%. D'accord. Par contre, aux États-Unis, on a toujours sur le troisième trimestre une croissance qui est très forte. Elle a été de 4,9% en rythme annualisé, donc c'est vraiment très différent de l'Europe qui est quasi sur place. Et aussi la Chine, qui certes a une croissance proche de 5%, mais qui est largement en dessous de son potentiel, ou en tout cas des attentes qu'on pouvait avoir en début d'année. Donc une situation qui est ambivalente. Ceci dit, si on se remet dans le contexte de début 2023, tout le monde, tous les économistes envisageaient une récession, que ce soit en Europe et aux États-Unis. Elle n'a pas eu lieu pour l'instant. Exactement. Finalement, il n'en fut rien. On n'en est pas très loin, donc comme je le disais au niveau de l'Europe. Ceci dit, si cette récession devait arriver, elle serait manifestement assez douce, le terme anglo-saxon pour l'exprimer, c'est soft landing, donc un atterrissage en douceur, c'est-à-dire une contraction de l'activité entre 0 et moins 0,5%. Donc, donc finalement quasiment une stagnation. C'est ça. D'accord, donc simplement pas de croissance, mais pas de chute de l'économie. Exactement, il n'y a pas de rupture, effectivement, brutale, il n'y a pas de choc, comme on a déjà pu le connaître dans le passé. On parle de possible récession en Europe malgré tout. On pourrait se dire, voilà un contexte qui n'est pas forcément propice au marché actions. Vous avez raison, César. Effectivement, en théorie, c'est pas un contexte qui est propice quand on parle de récession pour les marchés actions. Alors,
C'est surtout vrai pour certains secteurs qui sont très sensibles au cycle économique, la métallurgie, la chimie, le BTP aussi, bien sûr, on est impacté. Ceci dit, ce qu'il faut voir, c'est un peu la globalité de secteurs et du tissu économique. Et il y a d'autres secteurs d'activité qui sont relativement immunisés, le mot est un peu fort, mais en tout cas très peu sensibles au cycle économique. Je pense à la santé, je pense à la technologie. Et en vérité, en tant que gestionnaire d'actifs, on va surtout s'intéresser à ces secteurs qui ne vont pas pâtir d'un contexte économique assez morose finalement pour les trimestres à venir, mais plutôt de se concentrer sur des entreprises qui sont sur des secteurs structurellement porteurs, avec des bilans qui laissent apparaître des endettements assez faibles, voire pas d'endettement parfois, et surtout des managements de qualité. Donc je pense qu'il y aura beaucoup d'hétérogénéité sans doute dans les trimestres à venir sur les performances des différents secteurs d'activité, les performances boursières, mais aussi financières des différents secteurs d'activité. Et en période de récession, en période de croissance molle, la croissance c'est rare, et je pense que les investisseurs seront prêts à chèrement payer justement les entreprises qui seront en capacité de générer cette croissance, ce qui veut dire qu'il y aura des opportunités d'investissement et des opportunités aussi pour performer. Donc pour les entrepreneurs qui nous écoutent, qui sont dans des secteurs, voilà, on le disait, de la santé, de la tech, peut-être de l'éducation aussi, je ne sais pas si ce secteur est encore porteur autant qu'il était il y a 1 ou 2 ans, il y a des vrais gains à aller chercher parce qu'ils vont être un peu prisés dans un contexte qui n'est pas porteur pour tout le monde. Exactement. Il y aura plus de discrimination dans la performance boursière, effectivement, des secteurs d'activité. Donc, voilà, il faudra essayer d'être présent, naturellement, sur les, entre guillemets, bons secteurs, ceux qui ont de la croissance visible et structurelle. Dernière question avant de nous quitter, Hervé. Est-ce qu'il y a eu des évolutions dernièrement importantes au niveau de la cotation du CAC 40 ? Alors, des évolutions importantes... En fait, il y a eu des événements de marché qui ont été assez exceptionnels. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas très rares, à savoir une forte variation de cours, parfois une forte volatilité observée sur certains titres. Je pense à des titres comme Sanofi, qui a perdu 20% après la publication de ses résultats. Pire encore, Worldline, une société de paiement, là aussi, qui fait partie du CAC 40, qui a baissé de 60% après des résultats qui ont été jugés très décevants. En fait... ça met en évidence plusieurs choses. Déjà, un manque de liquidité, j'ai l'impression, un problème de liquidité sur les investisseurs, qui en fait illustre le fait que, en fait, aujourd'hui, les investisseurs sont très pessimistes, sont très conservateurs, ils sont peu investis en actions européennes, et quand il y a une mauvaise nouvelle, en fait, il y a guerre d'acheteurs pour être contrepartie de flux vendeurs, et ça, c'est assez, évocateur pour nous, parce que c'est un contexte qui est souvent propice, en fait, à de belles opportunités, parce que ça illustre souvent un excès de pessimisme, en vérité, qui peut exister dans l'état d'esprit des investisseurs. Donc, c'est un élément, c'est pas le seul, naturellement, qu'il faut intégrer quand on veut bâtir sa stratégie, mais je dirais que c'est un signal faible qui nous fait dire que, finalement, n'y a-t-il pas un excès de pessimisme, en vérité, chez bon nombre d'investisseurs des gains à aller chercher. Et quelque part, des opportunités, bien sûr. On peut peut-être le penser sur les actions européennes aujourd'hui. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les valorisations de ces actions françaises et européennes sont revenues sur des niveaux un peu plus normatifs. Ça mérite réflexion. Je pense qu'aujourd'hui, s'il fallait faire une conclusion, le risque, il est davantage de ne pas être investi pour un investisseur long terme, plus que d'être investi. C'est super clair. Merci beaucoup, Hervé. Merci, César.